Alors, la facture électronique est donc une réforme déjà entamée depuis un certain temps, qui devait se déployer rapidement, normalement, et puis pour des raisons principalement liées à des problèmes techniques avec la plateforme de l'État, vous avez entendu que c'est reporté. Alors, pourquoi cette nouvelle obligation et cette mise en place? Tout simplement, la facture électronique, c'est fait pour lutter contre la fraude à la TVA, principalement. Parce que vous savez que c'est ce qui constitue aujourd'hui le moyen de fraude le plus important au sein de l'État français et dans les autres pays d'Europe également. Ça représente même, vous voyez, 15 milliards d'euros, c'est pas rien. La deuxième raison, c'est de diminuer les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations avec le pré-remplissage des déclarations de TVA. Puisque comme ça va passer uniquement par des plateformes et que l'État aura connaissance de tous les mouvements des factures entre professionnels, il aura en temps réel la vision de tout ce qui est facturé et encaissé. Et à terme, l'objectif étant que l'État pourra calculer automatiquement les TVA, et ça, a priori, ce serait plutôt aux horizons 2030, la date d'aujourd'hui. Ensuite, on vise également la réduction des coûts et des délais de paiement. Vous savez que la France est un mauvais élève en termes de délais de paiement. Réduction des coûts parce qu'une facture, papier, ou un PDF, ou etc., ça coûte cher. Avez-vous une idée de combien coûte une facture en termes de coût de production, on va dire? Un ordre d'idée? Une facture, ça compte 11 euros. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Donc le but de faire des envois de factures uniquement de façon électronique est de réduire les coûts, même si certains d'autres vont être générés du fait quand même de la matière informatique. Réduire les délais de paiement, puisque pareil, on va avoir des contraintes qui vont s'imposer à toutes les entreprises et on ne pourra plus trop jouer sur... disons, on va avoir... certains, on ne pourra pas avoir une mauvaise foi, on ne pourra pas dire tiens, j'ai pas reçu la facture. Ben non, c'est pas possible, puisque de toute façon, elle est envoyée de façon électronique, il y aura une preuve. Et on ne pourra pas dire ah ben non, je l'ai payé. Ben non, pareil, il y aura une preuve. Donc les mauvais payeurs, ils risquent par la suite d'être dans le viseur du fisc. Je pense qu'à terme, ce sera un moyen, par exemple, de déclencher des contrôles fiscaux ou des choses comme ça. Ensuite, un élément essentiel aussi, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et le pilotage des politiques publiques. Il y a un exemple qui est très frappant, c'est celui de la période Covid. L'Italie est un des pays qui a mis en premier la facture électronique en place. Comme tout le monde le sait, l'Italie, c'est pas forcément un modèle de probité fiscale. Donc, inutile de vous dire que le jour au lendemain qu'ils ont mis en place la facture électronique, ils ont récupéré beaucoup d'argent. Voilà. Et par contre, pendant la période Covid, comme ils avaient connaissance en temps réel de toutes les factures émises dans le cadre des échanges B2B, c'était facile pour eux de savoir quels étaient les secteurs d'activité qui étaient les plus en peine. Et donc, ils ont eu une politique d'octroi des aides et des subventions beaucoup plus pertinente et efficace qu'en France, où là, ça a été un petit peu open bar. Hein, disons, n'ayons pas peur des mots, ça a été un peu ça. Donc, ce sont les principales raisons pour lesquelles on met en place la facture électronique. Alors, quand je vous dis là, on n'est pas très bons élèves, vous voyez, il y a des pays qui l'ont déjà mis en place depuis longtemps. Nous, on est plutôt en queue de peloton, et c'était marqué pour 2024, et là, on vient de passer à 2027. Donc 26, 27, voilà. Donc là, on sera peut-être même les derniers. Enfin. Alors, qu'est-ce que c'est que la facture électronique? Quelles sont les principales nouveautés à maîtriser? Alors, ça vient de la loi de finances, quand même, de 2022, rectificative, qui introduit l'obligation de facturation électronique entre assujettis à la TVA entrant dans le champ d'application de la réforme. Alors effectivement, c'est ne pas oublier la TVA, c'est l'objectif. Donc forcément, ça s'adresse principalement à des entreprises.
entreprise vers entreprise. Il n'y a pas de facture électronique avec les particuliers. Voilà, ça n'existe pas. Et là, facturation électronique, on parle souvent de e-invoicing. La facture électronique, ça introduit pas mal de petites nouveautés en termes de jargon, on va dire, comptable. Et ça, il va falloir bien maîtriser tous ces termes. Le e-invoicing, c'est la facture électronique. Et ça, c'est une facture qui est sous un certain format, on va voir tout à l'heure, il y a un certain nombre de mentions obligatoires assez conséquentes, et à terme, il y en aura de plus en plus. Donc je pense que ce sera de plus en plus difficile de faire une petite facture sur Excel, comme font la plupart de nos clients, ou sur Word, encore pire. Donc là, il va falloir sérieusement se pencher sur quel logiciel je vais prendre pour que ma facture soit conforme au format qui va bientôt s'imposer dans quelques années. La nouveauté également, c'est qu'on va utiliser des plateformes. Des plateformes, alors on va voir des PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, ou alors des OD, des opérateurs de dématérialisation, ou au pire, vous allez utiliser la PPF. La PPF, la plateforme, attendez, j'ai un trou de mémoire. Public de facturation, voilà. Voilà, le portail public de facturation, pardon. Autrement dit, que vous connaissez déjà peut-être, puisqu'il s'agit de Chorus, Chorus Pro. Et c'est à cause de Chorus Pro que la réforme est reportée. Parce qu'ils ne sont pas prêts, malheureusement, parce qu'ils vont traiter des milliards de factures du jour au lendemain. Et donc ils ne sont pas prêts, et c'est pour ça que c'est reporté. Et dans un sens, il vaut peut-être mieux reporter, parce que si ça marche comme le guichet unique, il vaut mieux attendre. Voilà. Du coup, on a plus de temps pour s'y préparer. Mais pour autant, il faudra quand même... c'est pas parce qu'on a un petit peu de marge qu'il va falloir se laisser déborder. Ensuite, donc, pour que l'État puisse calculer la TVA, eh ben, les factures qui vont passer via des PDP vont être simultanément envoyées à l'administration fiscale. Et donc, alors, c'est pour ça que l'État aura connaissance en temps réel de tous les mouvements, toutes les opérations qui existent entre les entreprises. Alors, il y aura un certain nombre aussi d'informations qu'il faudra transmettre. Et les informations qu'il faudra transmettre, ce sont les données de transaction. Exemple, dans les restaurants, ils sont assujettis à la TVA, ils doivent transmettre à l'État le montant de la TVA payée. Les données de transaction qu'ils auront à transmettre, c'est par exemple tous les mouvements de leur caisse de la journée qui partira à l'État. Là, il ne s'agit pas d'une facture, il s'agit juste d'une donnée d'information, donc une transaction. Et la complexité est aussi pour les sociétés qui sont des prestataires de services. Quand vous vendez des biens, c'est facile, vous savez que vous êtes imposé sur la TVA au moment de l'émission de la facture. Donc vous avez fait tant de chiffre d'affaires dans le mois, vous avez votre TVA à déclarer, elle est calculée exactement sur le chiffre d'affaires des factures. Par contre, lorsqu'on est prestataire de services, le fait générateur de la TVA, c'est l'encaissement. Donc, il va falloir que l'État ait connaissance de la date de l'encaissement. Et bien là, on parle du e-reporting. Donc, vous allez voir que c'est par décade, il va falloir transmettre toutes ces informations-là à l'État régulièrement pour que justement, à la fin du mois, on puisse déterminer avec une certaine fiabilité, enfin je dirais même avec une grande fiabilité, le montant de la TVA à calculer et qui permettra ainsi le pré-remplissage des déclarations de TVA à venir. C'est clair pour l'instant ? Très bien. Alors, et le calendrier, il va être mis en œuvre à partir du 1er septembre 2026 jusqu'au 1er septembre 2027, au lieu et place du 1er juillet 2024, comme c'était prévu initialement. Je reviens sur les termes, je viens de vous les exposer. Le invoicing, c'est donc toutes les factures émises entre opérateurs B2B qui doivent être déclarées en temps réel à l'administration fiscale française. Donc on émet des factures d'une société à l'autre. Alors domestique, oui. Pourquoi domestique ? Parce que forcément, ce ne sera que des factures, je vais dire, franco-françaises. C'est-à-dire, moi, BPRC, j'envoie ma facture à ID Facto. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Voilà, ils sont français, enfin, sur le territoire national, je veux dire. Nous aussi,
Mais par contre, si je veux facturer un prestataire étranger, eh ben non, je n'aurai pas de facture électronique parce qu'il est à l'étranger. Donc en plus, on va avoir deux systèmes de facturation qui vont coexister. Ça va être pratique. Et il y aura tous ces systèmes à bien anticiper au moment de la mise en place dans chacune des sociétés. Le e-reporting, justement, concerne toutes celles qui ne donnent pas l'objet d'une communication via une e-invoicing. Donc, si je fais une vente à l'étranger, je serai obligé de remplir mon e-reporting pour informer l'État que j'ai quand même fait une vente à l'étranger. Voilà, c'est juste de l'information, parce que forcément que cette vente à l'étranger devra bien apparaître sur ma déclaration de TVA. Et le seul moyen d'avoir l'info, c'est de le déclarer. Donc nous, notre métier, à l'avenir, il va modifier. Parce qu'à partir de 2030, on va recevoir les déclarations de TVA pré-remplies et on aura façon de parler, à vérifier. Inutile de vous dire qu'au départ, il y aura forcément des couacs, etc. Ensuite, les e-invoicing. Vous vous trompez sur une facture. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On appelle le petit copain en face, il dit « Ah, allez, tu jettes, je te fais annuler en place. » Ça, vous oubliez. Ce ne sera plus possible. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, il faudra faire des avoirs. Donc, il y aura beaucoup plus d'avoirs. Et puis, une société qui fait beaucoup d'avoirs, il faut peut-être se méfier. Il y aura des alertes au niveau du fisc, etc. Donc, dès qu'il y aura la moindre erreur sur la facture, vous serez obligé de faire un avoir et de recommencer. Là, donc, les informations, là, elles seront vraiment... c'est parti, c'est parti. Oh, pardon, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Et enfin, le e-reporting, qui s'appelle en fait e-reporting paiement, c'est ce que je vous disais. On va devoir déclarer les paiements reçus pour pouvoir générer notre déclaration de TVA. Et ça concerne toutes les sociétés qui sont en prestation de services. Ok, vous me suivez toujours ? Oui ? La déclaration de paiement, elle se fera une fois par mois à la fin du mois, par exemple, ou à chaque fois qu'il y a... Tous les 10 jours, toutes les décades. Voilà. Et je vous dis qu'ils vont connaître la vie économique française en temps réel. C'est le but. Oui, vous allez voir. Et ils ont un moyen de contrôler justement ces règlements, cet état qu'on va envoyer avec les règlements. Quel est leur moyen de contrôle ? C'est les PDP. C'est les PDP qui vont jouer ce rôle. Parce que les PDP, eux, vont recevoir le règlement. Ils seront informés aussitôt. Et l'État sera informé immédiatement. Donc on n'aura pas de possibilité de... voilà. Ah oui, ceux qui s'amusaient à décaler de la TVA, j'aime autant vous dire que ça aussi, c'est plus possible. Hein. Ah oui, mais là, si tu décales les factures, tu vas décaler tes paiements, tu vas avoir des problèmes. Peut-être. Alors, qui est concerné ? Je l'ai dit plus ou moins. On va plutôt dire qui n'est pas concerné. Donc les particuliers. Les particuliers ne sont pas concernés. Les associations à objet non commercial, donc celles qui n'ont pas une activité lucrative, les entreprises qui ne sont pas établies en France, donc le B2B international, c'est ce que je vous disais. Mais par exemple, alors tous les redevables, tous les autres qui sont soumis à la TVA doivent émettre des factures électroniques. Donc il y a même les micro-entreprises, et dans certains redevables, il y a quelques exceptions qui sont dans le cadre du secret défense, enfin on n'a pas ça chez nous, quelques opérations immobilières, les associations à but non lucratif, comme je vous disais, les opérations bancaires ou d'assurance, par exemple. Mais si vous avez une SCI, et que votre SCI, elle a la TVA, elle a opté à la TVA, et bien dans le cadre de votre SCI, vous ferez vos déclarations électroniques. Vous y êtes soumis. Voilà. Et si vous avez une holding, par définition, les holdings sont financières, elles ne sont pas soumises à TVA. Mais si vous avez une holding qui fait des prestations, des management fees, ou de la refacturation, il y aura de la TVA, vous serez obligé d'émettre des e-invoicing. Voilà en gros qui est concerné. Alors bon, c'est un petit résumé de qui est concerné. Alors comment ça va se passer ? Alors, je disais, la première obligation, c'est d'avoir une facture au format numérique. On appelle ça aussi facture X. On dit souvent facture X. Donc, en clair, vos Word, vos PDF, vos Excel,
tout ça, c'est terminé. Ça ne passera plus. Vous aurez peut-être quand même une PDP ou des PDP qui vous permettront, même si vous continuez à émettre vos factures en Excel, qui vous permettront de les transformer éventuellement en facture X. Ce sera des services supplémentaires que les PDP vont proposer, mais qui seront forcément des services payants. Donc, il y aura un format bien précis. Ensuite, il y aura un procédé de transmission qui va être imposé. Et là, vous devrez passer par une plateforme. Vous avez parfaitement le choix, vous pouvez choisir de ne passer que par la plateforme de l'État, Chorus, là. Chorus. Mais elle fera un petit peu le service minimum. Vous pourrez, il n'y a pas de problème, mais vous aurez beaucoup de ressaisies ou beaucoup d'informations à mettre vous-même. Donc si vous avez 3-4 factures par mois, ça passe. Si vous en avez beaucoup, ça va devenir compliqué. Et certains secteurs d'activité étant très particuliers, comme le bâtiment, vous savez, c'est toujours compliqué le bâtiment, il y a des situations, des ceci, des cela. Là, je conseille vivement de passer par une PDP, hein, parce que sinon vous allez vraiment galérer. Donc, vous émettez une facture, vous l'envoyez à la PDP. Alors tout ça, ça va être un petit peu, on va dire, automatisé, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est s'équiper d'un bon logiciel de facturation. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il vaudrait mieux que ce logiciel de facturation soit, soit fiancé, je vais dire ça comme ça, avec une PDP. Et vous pensez bien aujourd'hui que tous les éditeurs de logiciels, les grands éditeurs, hein, comme Cegid, ACD, enfin tous les grands éditeurs, Sage, ils sont en train de développer leur propre PDP. Comme ça, vous aurez le cycle complet, c'est-à-dire vous émettez une facture dans la gestion commerciale, elle se déverse automatiquement sur la PDP l'envoie au client final et la transmet en même temps à la plateforme de l'État. Donc là, ils sont en train de pondre des moulinettes pas possibles hein, pour qu'ils soient prêts lorsque ça va véritablement être lancé. Donc le schéma est comme ça. On passe par des plateformes à l'exclusion de tout autre moyen de transmission. Donc vous n'enverrez plus vos factures à la main, par courrier, par mail, etc., etc. Donc comme je disais, il y a plusieurs acteurs. Les fameuses PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, immatriculées auprès de l'État et qui permettront la transmission automatisée et directe entre émetteurs et destinataires via un annuaire officiel au PPF. Alors, comment ça marche? Je disais donc la plateforme, vous envoyez une facture, donc moi, B+C, j'envoie via ma PDP de ACD la facture à ID Facto qui, lui, n'est peut-être pas sur la plateforme ACD. Je ne sais pas, moi, ce qu'il a, ID Facto. Il a peut-être, je ne sais pas, Sage, Cegid, etc. Eh bien, comment tout ça, ça va communiquer entre eux? L'État a un annuaire de toutes les entreprises. L'annuaire, la référence, c'est le numéro sirène, bien sûr. Et donc, les entreprises vont communiquer entre elles via ce fameux numéro sirène. Et comme les PDP, il y en a plein, alors aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. À peu près, on pense qu'il y en a une cinquantaine, on pense qu'il y en aura au moins 35 qui vont être retenus, parce que pour être plateforme de dématérialisation partenaire, il faut répondre à un grand nombre de critères, vous allez voir tout après. Et une fois qu'on a rempli ces critères, on doit passer au test de Voilà, c'est ça, interopérabilité, pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Vous voyez, donc là, en ce moment, et c'est ça qui a bloqué, ils sont en train de faire tous les tests, ils sont en phase pilote, pour voir s'ils arrivent à tous se parler entre eux. Puisque grâce à l'annuaire, on saura que ID Facto est par exemple sur la PDP de Penny Lane, et que nous, B+C, on est sur la PDP de ACD. Mais moi, je n'aurai pas la possibilité de savoir quelle est la PDP qui a été choisie par ID Facto. Et réciproquement.
Seuls seront autorisés à le savoir les plateformes de dématérialisation partenaires qui seront seules à avoir accès à l'annuaire. Et ça va fonctionner comme ça. Voilà. Les PDP, là je vous dis, il y en a plein. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, elles feront l'objet d'un agrément. Donc là, elles sont en pleine demande de leur agrément. Leur agrément sera valable 3 ans et il sera renouvelé tous les 3 ans. Donc forcément, je vous dis, les grands éditeurs de logiciels ont mis un paquet d'argent sur la table, hein, parce que ça coûte une fortune, pour qu'on puisse, pour qu'elle soit opérationnelle dès que la réforme va être lancée. Voilà comment ça marche. Alors la PPF, j'en ai parlé, c'est Chorus. Et les opérateurs de dématérialisation, bon, c'est un espèce de petit mix entre les deux. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment le mix entre les deux. Voilà. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Alors, c'est quoi la différence ? J'ai une petite question. Comment je sais que mon fournisseur m'a envoyé une facture et comment je connais le paiement de mon fournisseur ? C'est la PDP qui va t'informer. Tous les jours, tu auras un petit bouton qui dira « Vous avez reçu 2 factures, veuillez les valider. » Clac. Ou pas. C'est la PDP qui va tout faire. En fait, leur travail, ça va être ultra automatisé. Et c'est eux qui vont vraiment quelque part faire tout le travail. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de choisir Chorus. Parce que Chorus, par contre, ne fera pas ça. Donc ce sera à toi d'y aller, ce sera beaucoup plus lourd à gérer. Donc quand je vais recevoir les factures des fournisseurs, elles vont tomber via la PDP, je vais les recevoir entre guillemets par mail, je vais avoir une facture... Alors la facture X, quelque part, ne supprime pas le PDF. Parce que forcément, si vous voulez consulter votre facture en format X, c'est horrible, c'est des points, des traits, c'est pas exploitable à l'œil. Et on associera tout le temps le PDF. Donc tu la verras comme un PDF. Voilà. Alors pourquoi choisir plutôt une PDP que la plateforme de facturation de l'État ? Parce que ça va proposer des services beaucoup plus conséquents, qui risquent de faire gagner quand même beaucoup de temps. Alors certes, la PPF, c'est gratuit. Ben oui, les plateformes de l'État, c'est gratuit. Mais il y a quelque chose que ça ne fait pas et qui va être gênant par la suite. Ça ne fait pas l'archivage légal. Ça aussi, c'est important. Les factures que vous allez mettre en format X, il faut quand même aussi les conserver. Vous êtes soumis au délai de conservation des pièces justificatives, le délai étant de 10 ans. Donc la PPF, elle ne le fera pas. Donc ça veut dire que si vous passez par PPF, il faut quand même trouver quelqu'un qui va vous faire l'archivage légal de vos factures pendant 10 ans. Ça coûte un peu d'argent. La PDP le fera automatiquement. Et comme elle aura été certifiée par l'État, quelque part, ça garantit l'archivage légal avec force probante. Tout ça, bien sûr, ce sera payant. L'émission d'une facture électronique, c'est payant. Vous aurez à peu près... Alors, je vais vous donner le tarif de jedéclare.com parce que nous, les experts comptables, on a déjà notre propre PDP qui marche super bien. Oui, c'est très très bien et peut-être une des moins chères. C'est 0,10 centimes par facture. Mais il y aura à payer les 10 centimes. Après l'archivage, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, la grosse distinction entre les PDP et la PPF, c'est l'archivage légal. Ce n'est pas quelque chose à négliger en tout cas. Je vous le déconseille. Alors, comment ça se passe ? Voilà, on arrive au suivi à la mise à jour des statuts des factures et des encaissements. Tout sur la plateforme. Tout va passer par la plateforme. Je dépose ma facture. C'est la plateforme qui la transforme, si j'ai envie de dire, en facture X. Dès que la facture est arrivée chez mon client, je vais savoir, moi, si il a accepté, pas accepté, rejeté, s'il y a litige, s'il y a contestation automatiquement. L'État veut que tout ça, ça se fasse en temps réel. Parce qu'effectivement, si je reçois les factures et que je ne les valide pas, comme je disais, voilà, je ne les valide pas, elles vont rester bloquées. Sauf que vous inquiétez pas, ils ont prévu quelques cas de sanctions. Donc quelque part, ça se fera en temps réel. Et vous n'aurez pas, même si dans les textes légaux aujourd'hui, rien ne vous dit que vous devez accepter ou valider la facture sous 24 heures ou quoi que ce soit, ils ont trouvé des parades pour que vous le fassiez en temps réel et rapidement en tout cas.
D'ailleurs, il s'est même posé une question auquel il n'y a pas de réponse encore. C'est qu'on a demandé, mais nous les comptables, on ne peut plus partir en vacances. Parce que s'il faut valider les factures tous les jours, comment on fait? Ben, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et a priori, il n'y aura peut-être pas de tolérance, comme on avait par exemple pour la TVA pendant les congés payés. Bon, ça fait partie des petits trucs, je pense qu'ils vont trouver quelque chose. Mais pour l'instant, en tout cas, il faudra le faire en temps réel. La même chose, c'est la PDP qui dira, donc si la facture est refusée, acceptée, etc., etc. Et c'est elle qui aura connaissance des encaissements par le fournisseur pour tout ce qui est prestataire de service. Ok ? D'ailleurs, il va se développer quelque chose de très important en termes de règlement client. C'est qu'il va y avoir sûrement de plus en plus des systèmes de paiement en ligne. Ça va être de plus en plus des PayPal qui vont être annexés à la PDP, qui proposeront directement vous avez validé la facture, voulez-vous la payer? Clac, et ça partira vite. Normalement, la facture électronique, ça devrait améliorer considérablement la trésorerie des entreprises. Et puis, en plus, si vous voyez que l'État pourra voir aussi, comme je disais, que vous avez beaucoup de factures, puis vous ne les payez pas, quoi. Vous êtes un mauvais payeur. Donc là, il y aura des alertes, hein, ça attirera l'œil. Oui. Le client, le débiteur, il reçoit la facture sur la plateforme? Sur la sienne. Sur la sienne? Oui, sur la sienne. Même si ce n'est pas la même. Il fonctionne grâce à l'annuaire. Ils savent la correspondance avec le Sirène, ils savent que telle société est attachée à tel PDP. Ça fonctionnera comme ça. Enfin, donc effectivement, en même temps, comme je disais, il y a transmission de la facture à l'administration fiscale. Immédiatement, avec les données de facturation, donc le e-invoicing, les statuts de cycle de vie de la facture, si elle est acceptée, refusée, etc. Donc l'État est au courant de tout. Et les données de paiement. Il aura tout ça. L'objectif, je rappelle, traquer la fraude à la TVA et pré-remplir les déclarations de TVA à terme. Alors, le e-invoicing. Mes délais de transmission des données de facturation. Normalement, c'est ASAP. C'est-à-dire, là, on a mis un petit 24 heures chrono. Vous devez émettre aussi vos factures plutôt régulièrement. On a une petite tendance à dire, tiens, je vais les faire en fin de mois. Exemple, BPRC, on fait nos factures en fin de mois. Ça va pas du tout là. Elle est où, Karine? Donc, non, parce que sinon, à la fin du mois, vous allez être sérieusement débordé à envoyer tout ça. Hein. Même s'il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées, il vaut mieux éviter la fin du mois. Donc, il faudra les émettre au plus vite. Le e-reporting, c'est là où vous êtes coincé. Les délais de transmission des données de transaction, vous devrez donc indiquer tous les 10 du mois vos encaissements. Par décade, ça se fera par décade. Vous balancez, j'en suis tant d'encaissement, tant d'encaissement, tant d'encaissement. Ça ne change rien par contre à la date légale de dépôt de vos déclarations de TVA. C'est-à-dire que même si votre TVA est au 24, vous aurez envoyé vos encaissements de la première décade, le deuxième, etc. Mais vous ferez quand même votre TVA au 24. Par contre, ce qui va changer pour pas mal de sociétés, tous les clients pour lesquels on faisait des TVA annuels, c'est fini. Il n'y aura plus de TVA annuelle. Il n'y aura plus de régime simplifié. Toutes les TVA seront mensuelles. Et donc, on devra avoir la compta de tout le monde tous les mois. Tous les mois. Dans un sens, moi je trouve que c'est pas mal parce que je me dis que ça va éviter qu'on ait une surcharge de travail en période fiscale avec tous les méchants clients qui nous ramènent leur compta tardivement, qui ramènent la boîte à chaussures, etc., qu'on doit traiter en urgence, etc. Et maintenant, le travail, quelque part, sera lissé continuellement. Continuellement. Voilà comment ça va se passer. Et les données de paiement, je vous dis, donc c'est tous les 10 du mois, 10 du mois, etc., par décade. C'est déprimant. Mais non, ça va bien se passer. Il faut une bonne PDP et je pense que c'est bon. Et qu'une bonne PDP, c'est là. Alors, je reviens sur le e-invoicing, donc la fameuse facture électronique. Il y a plein de mentions obligatoires. Mais je ne doute pas que même si vous faites les factures sur Excel, il ne manque aucune mention. Non? Vous avez tous ces mentions obligatoires sur vos factures Excel?
C'est la première vague. Ouais. Alors, il y en a une deuxième, puis à mon avis, il va y en avoir une troisième. Alors déjà, vous voyez, le invoicing, il y a déjà 24 mentions obligatoires. Je suis certaine que si je fais un audit de la facturation de mes clients, il n'y en a aucun qui est conforme. Aucun. Voilà. Donc ça commence bien. Et s'il manque la moindre mention, bah, la facture est refusée. Et ça, c'est aussi le plus des PDP, parce que les PDP, elles vont se charger de vous mettre tout ça bien propre, bien correct, avec aucune mention qui manque. Donc là, il y a une deuxième vague qui arrive, et a priori, il y en aura encore une autre à venir. Il y a un niveau de détail qui est devenu vraiment très très important, comme vous pouvez déjà le remarquer. Et si on ne fait pas bien ces factures, eh ben, ça ne pardonne pas. L'assujetti qui ne respecte pas les bons formats, allez hop, une amende de 15 € par facture, avec un plafond montant annuel cumulé de 15 000. Et puis ce qui n'est pas écrit, mais qu'on voit, c'est qu'en plus, pour celui qui a émis les factures ou celui qui l'a reçu, s'il n'a pas vérifié que, enfin, s'il n'a pas une facture conforme, le risque de non-déduction de la TVA également. Alors, facturation libre et obligation de transmission des données. Cas numéro 2. Je suis un assujetti à la TVA et établi en France et je facture une prestation non exonérée à un assujetti à la TVA établi en France. Mode de transmission des factures et des tickets de caisse, c'est libre. Donc si je facture, comme je disais, à l'étranger, etc., là, par contre, ce n'est pas une e-invoicing, d'accord ? C'est une facturation libre. Ce qui peut supposer que peut-être que vous aurez deux codifications, deux numérotations de factures différentes. Donc il faudra bien documenter vos méthodes comptables, notamment au regard de la piste d'audit fiable, pour que vous n'ayez pas de soucis avec le fisc. Alors ça, c'est un certain nombre d'exemples, mais j'en ai parlé. Les modalités de traitement, obligations. Et pareil, alors autant vous avez des obligations en matière de e-invoicing, conformité des factures principalement, mais le e-reporting, vous avez des obligations aussi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas déclarer vos encaissements le 10, le 20, le 30 du mois, si le fisc vous tombe dessus, amende de 250 € par transmission omise, bah bien sûr, là on parle pognon, c'est beaucoup plus cher. Par transmission, c'est par déclat ou par transmission de flux ? Si tu n'as pas du tout déclaré, c'est-à-dire que tu dis bah non, je n'ai pas déclaré mes encaissements, en plus ce ne sera pas possible, ce ne sera plus possible. Et là, il cogne un peu plus parce que justement, c'est les pépettes, quoi. C'est la TVA, quoi. Et avec un plafond montant annuel cumulé de 15 000 €. Voilà, ça peut faire mal. Alors, dans quel cas j'ai des dispenses de factures et de e-reporting ? Ben, c'est quand on fait, comme je vous disais, des factures à l'étranger. Et là, c'est le cas là où on est dispensé de tout. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous citer un exemple concret, ça va être plus parlant pour vous. Le coût du boulanger, c'est bien, j'aime bien. Vous allez voir votre baguette différemment à partir de maintenant. Alors, vous allez chez votre boulanger, vous achetez votre baguette de pain. Est-ce que votre boulanger va vous faire une e-invoicing ? Non. Ça y est, vous avez compris là. Parce que c'est du B2C, hein, d'accord ? On est une personne physique, particulier, donc il n'y a pas de TVA entre nous. Mais le boulanger, il aura quand même des données de transaction, comme je vous disais, à envoyer pour que l'État ait connaissance de ses ventes. Ok ? C'est ce qu'on appelle, il fera du e-reporting. Il ne fera pas du e-invoicing, mais il fera du e-reporting. Toujours notre boulanger. Lui, il vend ses baguettes au restaurant d'à côté. Là, c'est du B2B. Est-ce qu'il doit faire une facture électronique ? Oui, il doit faire une facture électronique. Je vois, vous avez compris. Donc, il aura en plus des systèmes, deux systèmes, on va dire, en parallèle, quoi. Et là, il va faire une e-invoicing et il fera aussi du e-reporting parce qu'il faudra qu'il dise quand est-ce que sa facture a été encaissée. Donc, il sera concerné dans ces cas-là. Donc, on risque d'avoir des clients qui ont même les deux cas de figure. OK ? Où se situe mon entreprise ? Si vous avez un doute, on vous a fait un petit tableau très simple. Comme ça, vous saurez si vous êtes tenu à l'obligation de e-reporting et de e-invoicing ou non. On vous enverra ça, ne vous inquiétez pas. Alors, le calendrier de mise en application, comme je vous l'ai dit, il a été reporté.
on est passé au 1er septembre 2026. Le calendrier est différent selon la taille de l'entreprise. Oui, parce qu'en plus, il fallait distinguer deux choses. Au 1er juillet 2024, en théorie, c'était une obligation de réception des factures. Pas encore de l'émission pour certaines entreprises, notamment les PME, TPE, PME. Là, tout est reporté, mais en fait, tout est reporté d'un coup au 1er septembre 2026. Il n'y avait plus le décalage entre obligation de recevoir et obligation d'émettre. Maintenant, on doit tout recevoir, tout émettre le 1er septembre 2026. Il faut dire qu'ils nous ont donné 2 ans de plus. Je pense qu'on sera prêt, quoi. D'accord ? Parce qu'on va vraiment être les mauvais élèves de la communauté de l'Union européenne. Et pour les TPE-PME, c'est même encore reporté au 1er septembre 2027. Bon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment s'y mettre. Puisque vous aurez obligation de recevoir, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où vous avez obligation de recevoir, ça veut dire que vous avez déjà choisi une PDP, autant vous y mettre et les envoyer aussi sur le même canal. Parce que le danger et la complexité, c'est l'organisation. Si vous avez différents canaux, vous allez recevoir des factures de partout. En termes d'organisation comptable, ce n'est pas toujours facile. Sachant qu'en plus, vous avez le droit de choisir plusieurs PDP. Vous n'êtes pas obligé n'avoir qu'une seule. Alors franchement, là c'est peut-être un peu se faire mal. Moi je pense qu'il vaut mieux en avoir qu'une seule, mais pour certaines sociétés qui ont des établissements ou etc. ou des activités particulières, il est possible qu'ils aient des PDP différentes, d'accord, qui soient mieux adaptées éventuellement à leur activité. Donc ça peut arriver. En tout cas, maintenant c'est 1er septembre 2026, la date essentielle à retenir, et 1er septembre 2027 pour les PME, TPE. Alors, à votre avis, opportunité ou pas opportunité ? Ah bah je ne l'ai pas bien vendu alors. Bah moi je pense que si. Et je vais reporter mon départ à la retraite, rien que pour vivre ça. Je lui ai dit que le traitement administratif des factures papier, c'est cher. 11 €. D'accord ? C'est quoi les 11 €? Ah, c'est vraiment le coût de traitement. C'est une étude qui a été faite au niveau de... c'est-à-dire la taper, la mettre sous pli, le timbre, l'envoi, le temps de traitement. Ah oui, c'est une moyenne. C'est une moyenne que je vous ai donnée. Non, mais c'est une moyenne. Je vous l'enverrai, c'est une moyenne. Ouais. Et puis, donc lenteur importante liée au traitement papier. Bon, ça c'est vrai quand même. Puis, on ne pourra pas vous dire, ah ben non, je vous dis, j'ai pas reçu la facture. Parce que là, il y a la preuve. Donc, retard de paiement. Moi, je pense sincèrement que la facture électronique va améliorer sérieusement la trésorerie des entreprises. Et je pense que, parce que dès qu'on aura validé, je vous dis, vous aurez vraiment, vous devrez respecter obligatoirement le délai de paiement. Parce que, automatiquement, les majorations de retard, ceci, cela, clac, ça s'appliquera. Donc là, ça va améliorer considérablement la trésorerie. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si j'envoie une facture à Idefacto, qui ne me la paye pas tout de suite, bon déjà j'appelle un commissaire de justice hein, pour le recouvrer, peut-être. En tout cas, on le verra et on ne pourra plus jouer à ça. Aujourd'hui, si vous avez un client qui vous paye un peu en retard, vous ne lui collez pas les majorations de retard tout de suite et tout ça, c'est toujours plutôt... c'est de bonne entente, quoi, on va dire. C'est très rare qu'on le fasse. À partir de là, on aura des preuves. Donc, pour améliorer le recouvrement client, ce sera une arme efficace, à mon avis. Autre chose, il n'y aura plus d'erreurs d'acheminement, de pertes, de doublons. La conservation des documents papier, qui sont souvent parfois volumineuses, des archives, et la difficulté de rechercher les historiques. Là, on a tout en informatique. On n'a plus besoin d'archives papier, puisqu'on a tous les PDF liés dans les PDP. Manque de visibilité, absence de vision d'ensemble, manque de traçabilité souvent aussi dans les PME, voire absence de pistes d'audit fiables qui devient un élément déterminant. Alors, donc, qu'est-ce que ça va induire en fait ? Comme je disais, moi je pense que ça va améliorer la qualité du service, relation client-fournisseur, parce qu'elles vont bien structurer les factures. Je pense qu'il y aura moins de litiges, justement, ce sera plus formalisé. La réduction des délais de paiement, moi j'y crois beaucoup. Automatiser et accélérer. Bah oui, il va falloir choisir un bon logiciel de facturation, associé à une bonne PDP pour que tout ça, ça roule.
diminuer les coûts de gestion des factures, visualiser mieux les échéances. Parce que ce qui va se passer chez les PDP, c'est que les PDP ne vont pas se contenter d'envoyer des factures et de recevoir l'argent et de stocker. C'est qu'ils vont vous proposer des tas de services annexes. Ils vont faire le recouvrement client, ils vont faire les provisions de trésorerie, ils vont faire même les paiements, enfin, ils vont faire plein de choses. Ils vont vous proposer plein de choses annexes qui vous aideront à gérer votre société et à améliorer vos indicateurs de performance, en théorie. Bon, après tout ça, ce ne sera pas gratuit, hein. Mais non, voilà. Heureusement, ce ne sera pas gratuit. Mise en place, c'est un petit peu tous les conseils que je viens de vous donner. Faut quand même s'y préparer, même s'il y a encore un report de 2 ans. Après, pour l'instant, les PDP n'ont pas été avalisées. Elles n'ont pas reçu leur agrément, du fait que l'État est en retard. On devait les connaître celles qui seraient agréées avant la fin de l'année. Là, franchement, on commence à parler de 2024. Hein. Donc, il faut se presser sans se presser, parce qu'il y en a qui étaient très en avance, qui ont choisi leur PDP, sauf qu'ils ne savent toujours pas si elle sera agréée. Et là, c'est dangereux, parce que si elle n'est pas agréée, c'est mort. Donc, il faut se presser sans se presser, il faut se tenir au courant, il faut suivre l'actualité, il faut voir ce qui va se passer. Il faut laisser peut-être les petits copains partir d'abord, histoire de voir, parce que généralement, on essuie les plâtres. Et puis, mais a priori, là, comme on leur a donné une marge supplémentaire, ils seront prêts. Donc, il faut bien choisir son logiciel, bien revoir sa facturation, les mentions obligatoires. Est-ce que je suis bien organisé en interne? Est-ce que mon cycle facturation, il est parfait? Et s'il n'est pas parfait, ben, vous appelez votre expert comptable. On va vous expliquer comment faire. Est-ce que je ne vais pas non plus, par exemple, déléguer ma facturation? Je vais peut-être plus la faire en interne, après tout. On pourrait aussi le faire par un expert comptable, par une PDP, etc. Peut-être que oui, on va confier un mandat de facturation. Je pense que ça va se développer, etc., etc. Donc, il y a plein d'actions, en tout cas, d'ici 2026, à mettre en place. Voilà, c'est le résumé de tout les processus. À retenir, si je peux me permettre de synthétiser, je suis concernée si je suis assujettie à la TVA. Je devrais mettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2027 si je suis une PME, mais je devrais être en capacité de les recevoir au 1er septembre 2026. Je dois choisir ma plateforme pour recevoir les factures. Les e-invoicing s'appliquent entre 2 assujettis à la TVA établis en France, dès lors que l'opération n'est pas exonérée. Le e-reporting concerne les assujettis à la TVA établis en France opérant des transactions avec des non-assujettis. Donc là, il faut que je l'indique. La transmission des données de paiement concerne les prestations de services lorsque le fournisseur n'a pas opté pour la TVA sur les débits et s'impose au fournisseur tant en régime de e-invoicing qu'en régime de e-reporting. Et je pourrais suivre en temps réel les statuts de mes factures, donner des cycles de vie, accepter, etc., etc. Voilà, si je peux me permettre, pour l'essentiel. Bon, vous êtes prêts pour la pause?